Vous imaginez comment était la vie à bord lors des grandes navigations. Des mois enfermés sur un navire fait de bois, entourés par la mer de tous côtés, sans savoir s'il y aurait de la terre devant, dormant parmi les rats, mangeant des restes tannés. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le temps, dans cet univers. Découvrons comment la vie à bord fonctionnait. Si vous aimez le contenu historique direct, détaillé et sans détour, laissez votre « j'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous déterrons des histoires qui étaient cachées derrière les voiles des caravelles et les ramenons à la surface. Entre les 15e et 16e siècles, les nations européennes se sont lancées dans une course maritime qui a changé le monde. C'était l'époque des découvertes, des conquêtes outre-mer, de la foi et de l'ambition. Le Portugal, l'Espagne, puis la France, les Pays-Bas et l'Angleterre. Tout le monde cherchait la richesse, des routes, le contrôle commercial et la domination religieuse. Et pour cela, ils dépendaient d'une seule ressource, des milliers d'hommes qui s'embarquaient pour des expéditions pouvant durer des mois ou des années. Les navires étaient les célèbres caravelles, les nefs et plus tard les immenses galions. Si vous voulez savoir exactement comment ces navires étaient construits, avec les matériaux, les calculs et les astuces d'ingénierie de l'époque, vous avez une vidéo ici dans la fiche de détail. Mais la vie à bord était une autre histoire. Un voyage du Portugal au Brésil durait entre 3 et 4 mois. Les voyages vers l'Inde ou les Philippines pouvaient prendre plus de 7 ou 8 mois, juste pour l'aller. Et cela dans de bonnes conditions. Les tempêtes, les calmes plats, les avaries, les maladies et même les mutineries pouvaient transformer n'importe quel voyage en un martyre flottant. De nombreux navires ne sont pas revenus, et parmi ceux qui sont revenus, tous les hommes ne sont pas toujours rentrés. Il y a eu des morts par fièvre, par chute, par noyade, par combat, par épidémie. Rien qu'en pensant qu'un seul voyage pouvait consommer une année entière de votre vie, ou votre vie entière, on peut déjà sentir le poids de ce que ces gens ont affronté. À bord, tout fonctionnait comme un organisme militarisé. La discipline était stricte, l'obéissance obligatoire, le châtiment immédiat. Le capitaine était le chef suprême, nommé par la couronne ou par une compagnie. Il était responsable de tout, des routes aux punitions. Sa parole faisait loi. Le pilote ou le maître était responsable de la navigation elle-même. Il maîtrisait des instruments comme l'astrolabe, le cadran et la boussole. Il savait lire les cieux et sentir les vents. Le maître d'équipage, contre-maître, bras droit du maître, supervisait le travail des marins, imposait le rythme et contrôlait. Les marins, l'âme du navire, ils manœuvraient les voiles, contrôlaient le gouvernail, montaient au mât, nettoyaient le pont et défendaient également le navire en cas d'attaque. Les mousses, adolescents ou jeunes apprentis, faisaient un peu de tout. Ils portaient des messages, apportaient de l'eau, aidaient aux tâches lourdes. Ils étaient formés pour devenir marins s'ils survivaient. Les calfats et les charpentiers étaient indispensables. Ils colmatèrent des brèches, réparaient la structure, empêchaient que l'eau n'engloutisse le navire. Sans eux, une tempête suffirait à tout envoyer par le fond. Le chirurgien ou l'apothicaire, présent sur les longs voyages, aidait les médecins de l'époque. Ils improvisaient des remèdes à base de plantes, pansaient les blessures, amputaient des membres, traitaient le scorbut comme ils le pouvaient. L'aumônier ou le prêtre garantissait les prières
les rites et la présence divine à bord. Ils confessaient, célébraient des messes et tentaient de maintenir le moral des hommes. Sur les navires militaires ou mixtes, les artilleurs manœuvraient les canons. Ils étaient parmi les plus cruciaux lors des attaques ou des défenses. Chaque fonction avait son poids, sa responsabilité et son risque. Et pourtant, avec cette structure rigide, le chaos pouvait s'installer à tout moment. Imaginez vivre avec plus de 100 hommes dans le même espace, sans repos, sans intimité, assoiffés, ayant chaud, blessés, et avec des ordres à exécuter, et même avec le risque de naufrage ou de mutinerie planant dans l'air. À bord, la vie était dure, mais elle avait un rythme. Les journées Thaïs étaient divisées en quarts de 4 heures. Il y avait toujours quelqu'un de réveillé, quelqu'un d'alerte, quelqu'un qui nettoyait, ramait, grimpait au mât ou ajustait le voile. Le travail était incessant. Quand la mer était calme, c'était l'heure de l'entretien. Gratter la coque, raccommoder les voiles, nettoyer les bernacles, réorganiser les provisions. Quand le temps se gâtait, tout le monde courait et les cris de commandement résonnaient comme des tambours de guerre. Il n'y avait pas de véritable repos, et pourtant, il y avait des rites religieux, des messes, des prières quotidiennes et improvisées, des processions avant les tempêtes. La foi à bord était un outil de survie et de discipline. Interroger le prêtre ou le capitaine était un motif de punition. Et pourtant, celui qui n'était pas religieux priait quand il voyait le ciel se fermer et la mer monter, car là, entre les voiles et le sel, il n'y avait plus rien à lui. Si la mer ne vous tuait pas, le pont le pouvait. Et si le pont ne tuait pas, la nourriture et la maladie tuaient ensemble. Le problème principal était le temps. Des semaines sans aliments frais, des mois sans fruits, sans légumes, sans rien contenant de la vitamine C. Cela causait la maladie la plus redoutée de l'époque des navigations, le scorbut, gencives qui saignent, dents qui tombent, blessures qui ne guérissent pas, et à la fin, la mort, lente, douloureuse, silencieuse. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi les fièvres, les parasites, les vers, la diarrhée, des infections simples qui se transformaient dans tombeaux flottants. Et la nourriture, la plus grande partie était composée de biscuits durs, appelés biscuits de mer, qui n'étaient que des morceaux de farine et de sel, durcis comme de la pierre. Et ça, c'est quand ils n'étaient pas accompagnés de larves ou de moisissures. Si vous voulez savoir en détail quelles étaient les pires choses que ces hommes étaient forcés de manger pendant leur voyage, regardez notre vidéo plus tard avec les 10 pires repas servis à bord. Elle est ici dans l'affiche. Face à tout cela, la question demeure. Pourquoi? Pourquoi tant d'hommes s'embarquaient-ils? Certains cherchaient la foi, d'autres l'argent, le statut, des titres, des terres ou le pardon de la couronne. Beaucoup n'avaient même pas le choix. Ils étaient orphelins, condamnés, pauvres, contraints d'aller en mer comme alternative à la prison. Il y avait aussi des aventuriers, des poètes, des chroniqueurs, des gens qui voulaient y voir le nouveau, des gens qui croyaient qu'au-delà de la mer se trouvait la gloire. Mais la vérité est que la plupart des gens s'embarquaient avec un seul objectif, survivre. Vu de l'extérieur, un navire de l'époque peut paraître beau, mais à l'intérieur, c'était une jungle, une prison flottante, où la discipline, la foi, la peur et la résistance se mélangeaient. Il n'y avait pas de place pour la fragilité. Si quelqu'un tombait malade, on l'écartait. Si quelqu'un désobéissait, il était puni. La vie à bord était pour quelques-uns,
Mais ceux qui revenaient transformés. En mer, on apprenait la valeur du silence, le poids d'un ordre, et combien l'homme est petit face à l'immensité. Et c'est pourquoi comprendre la vie à bord est si important, car elle révèle la réalité derrière les cartes, les drapeaux et les couronnes. Elle montre ce qui s'est passé en dehors des cartes marines, la chair, la sueur, la fièvre, la peur et le courage. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qu'était la vie à bord à l'époque des grandes navigations, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous laquelle de ces fonctions vous n'auriez pas eu le courage d'exercer. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec plus d'histoire des profondeurs de notre histoire.